20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Deuxième partie. Chapitre 13. La banquise. Le Nautilus avait repris son imperturbable direction vers le sud. Le 14 mars, j'aperçus des glaces flottantes par 55 degrés de latitude, simples débris blafards de 20 à 25 pieds, formant des écueils sur lesquels la mer déferlait. Le Nautilus se maintenait à la surface de l'océan. Ned Land, ayant déjà pêché dans les mers arctiques, était familiarisé avec ce spectacle des icebergs. Conseil et moi, nous l'admirions pour la première fois. Dans l'atmosphère, vers l'horizon du sud, s'étendait une bande blanche d'un éblouissant aspect. Les baleiniers anglais lui ont donné le nom de Ice Blink. Quelque épais que soient les nuages, ils ne peuvent pas l'obscurcir. Elle annonce la présence d'un pack au banc de glace. En effet, bientôt apparurent des blocs plus considérables dont l'éclat se modifiait suivant les caprices de la brume. Quelques-unes de ces masses montraient des veines vertes, comme si le sulfate de cuivre en eût tracé les lignes ondulées. D'autres, semblables à d'énormes améthystes, se laissaient pénétrer par la lumière. Celles-ci réverbéraient les rayons du jour sur les 1000 facettes de leurs cristaux. Celles-là, nuancées des vifs reflets du calcaire, auraient suffi à la construction de toute une ville de marbre. Plus nous descendions au sud, plus ces îles flottantes gagnaient en nombre et en importance. Les oiseaux polaires y nichaient par milliers. C'étaient des pétrels, des damiers, des puffins qui nous assourdissaient de leurs cris. Quelques-uns, prenant le Nautilus pour le cadavre d'une baleine, venaient s'y reposer et piquaient de coups de bec sa tôle sonore. Pendant cette navigation au milieu des glaces, le capitaine Nemo se tint souvent sur la plateforme. Il observait avec attention ces parages abandonnés. Je voyais son calme regard s'animer parfois. Se disait-il que dans ces mers polaires interdites à l'homme, il était là chez lui, maître de ces infranchissables espaces? Peut-être, mais il ne parlait pas. Il restait immobile, ne revenant à lui que lorsque ses instincts de manœuvrier reprenaient le dessus. Dirigeant alors son Nautilus avec une adresse consommée, il évitait habilement le choc de ces masses dont quelques-unes mesuraient une longueur de plusieurs milles sur une hauteur qui variait de 70 à 80 mètres. Souvent, l'horizon paraissait entièrement fermé. À la hauteur du 60e degré de latitude, toute passe avait disparu. Mais le capitaine Nemo, cherchant avec soin, trouvait bientôt quelque étroite ouverture par laquelle il se glissait audacieusement, sachant bien, cependant, qu'elle se refermerait derrière lui. Ce fut ainsi que le Nautilus, guidé par cette main habile, dépassa toutes ces glaces, classées, suivant leur forme ou leur grandeur, avec une précision qui enchantait Conseil. Iceberg ou montagne, icefield ou champs unis et sans limite, drift ice ou glace flottante, pack ou champs brisés, nommés palch quand ils sont circulaires et stream lorsqu'ils sont faits de morceaux allongés. La température était assez basse. Le thermomètre, exposé à l'air extérieur, marquait 2 à 3 degrés au-dessous de zéro. Mais nous étions chaudement habillés de fourrure, dont les phoques ou les ours marins avaient fait les frais. L'intérieur du Nautilus, régulièrement chauffé par ses appareils électriques, défiait les froids les plus intenses. D'ailleurs, il lui suffit de s'enfoncer à quelques mètres au-dessous des flots pour y trouver une température supportable. 2 mois plus tôt, nous aurions joui sous cette latitude d'un jour perpétuel, mais déjà, la nuit se faisait pendant 3 ou 4 heures, et plus tard, elle devait jeter 6 mois d'ombre sur ces régions circumpolaires. Le 15 mars, la latitude des îles New Shetland et des Orkney du Sud fut dépassée. Le capitaine m'apprit qu'autrefois, de nombreuses tribus de phoques habitaient ces terres, mais les baleiniers anglais et américains, dans leur rage de destruction, massacrant les adultes et les femelles pleines, là où existait l'animation de la vie, avaient laissé après eux le silence de la mort.
Le 16 mars, vers 8 heures du matin, le Nautilus, suivant le 55e méridien, coupa le cercle polaire antarctique. Les glaces nous entouraient de toutes parts et fermaient l'horizon. Cependant, le capitaine Nemo marchait de passe en passe et s'élevait toujours. Mais où va-t-il ? Devant lui, après tout. Lorsqu'il ne pourra pas aller plus loin, il s'arrêtera. Oh, je n'en jurerais pas. Cependant, dans la journée du 16 mars, les champs de glace nous barrèrent absolument la route. Ce n'était pas encore la banquise, mais de vastes icefields cimentés par le froid. Cet obstacle ne pouvait arrêter le capitaine Nemo et il se lança contre l'icefield avec une effroyable violence. Le Nautilus entrait comme un coin dans cette masse friable et la divisait avec des craquements terribles. C'était l'antique bélier poussé par une puissance infinie. Les débris de glace, haut projetés, retombaient en grêle autour de nous. Par sa seule force d'impulsion, notre appareil se creusait un chenal. Quelquefois, emporté par son élan, il montait sur le champ de glace et l'écrasait de son poids. Ou par instants, enfourné sous l'icefield, il le divisait par un simple mouvement de tangage qui produisait de larges déchirures. Pendant ces journées, de violents grains nous assaillirent. Par certaines brumes épaisses, on ne se fût pas vu d'une extrémité de la plateforme à l'autre. Le vent sautait brusquement à tous les points du compas. La neige s'accumulait en couches si dures qu'il fallait la briser à coups de pic. Rien qu'à la température de 5 degrés au-dessous de zéro, toutes les parties extérieures du Nautilus se recouvraient de glace. Un gréement n'aurait pu se manœuvrer, car tous les garants eussent été engagés dans la gorge des poulies. Un bâtiment sans voile, ému par un moteur électrique qui se passait de charbon, pouvait seul affronter d'aussi hautes latitudes. Dans ces conditions, le baromètre se tint généralement très bas. Enfin, le 18 mars, après 20 assauts inutiles, le Nautilus se vit définitivement enrayé. Ce n'était plus ni les streams, ni les palks, ni les icefields, mais une interminable et immobile barrière formée de montagnes soudées entre elles. La banquise! Et je compris que pour Ned Land, comme pour tous les navigateurs qui nous avaient précédés, c'était l'infranchissable obstacle. Sur cette nature désolée, un silence farouche, à peine rompu par le battement d'ailes des pétrels ou des puffins. Tout était gelé alors, même le bruit. Le Nautilus dut donc s'arrêter dans son aventureuse course au milieu des champs de glace. Monsieur, si votre capitaine va plus loin, Eh bien, ce sera un maître homme. pourquoi, Ned ? Parce que personne ne peut franchir la banquise. Il est puissant, votre capitaine. Mais mille diables, il n'est pas plus puissant que la nature. Et là où elle a mis des bornes, il faut que l'on s'arrête bon gré mal gré. En effet, Ned Land, et cependant j'aurais voulu savoir ce qu'il y a derrière cette banquise. Un mur. Voilà ce qui m'irrite le plus. Monsieur a raison. Les murs n'ont été inventés que pour agacer les savants. Il ne devrait y avoir de mur nulle part. Bon, derrière cette banquise, on sait bien ce qui se trouve. Quoi donc ? De la glace, et toujours de la glace. Vous êtes certain de ce fait, Ned ? Mais moi je ne le suis pas. Voilà pourquoi je voudrais aller voir. Eh bien, monsieur le professeur, renoncez à cette idée. Vous êtes arrivé à la banquise, ce qui est déjà suffisant. Et vous n'irez pas plus loin, ni votre capitaine Nemo, ni son Nautilus. Et qu'il le veuille ou non, nous reviendrons vers le nord, c'est-à-dire au pays des honnêtes gens. Je dois convenir que Ned Land avait raison, et tant que les navires ne seront pas faits pour naviguer sur les champs de glace, ils devront s'arrêter devant la banquise. En effet, malgré ses efforts, malgré les moyens puissants employés pour disjoindre les glaces, le Nautilus fut réduit à l'immobilité. Ordinairement, qui ne peut aller plus loin en est quitte pour revenir sur ses pas. Mais ici, revenir était aussi impossible qu'avancer, car les pas s'étaient refermés derrière nous,
Et pour peu que notre appareil demeurât stationnaire, il ne tarderait pas à être bloqué. Ce fut même ce qui arriva vers 2 heures du soir, et la jeune glace se forma sur ses flancs avec une étonnante rapidité. Je dus avouer que la conduite du capitaine Nemo était plus qu'imprudente. J'étais en ce moment sur la plateforme. Le capitaine, qui observait la situation depuis quelques instants, me dit « Eh bien, monsieur le professeur, qu'en pensez-vous ?»« Je pense que nous sommes pris, capitaine. »« Pris ? Et comment l'entendez-vous ?»« J'entends que nous ne pouvons aller ni en avant ni en arrière, ni d'aucun côté. C'est, je crois, ce qui s'appelle pris, du moins sur les continents habités. » Ainsi, monsieur Aronnax, vous pensez que le Nautilus ne pourra pas se dégager ? Difficilement, capitaine, car la saison est déjà trop avancée pour que vous comptiez sur une débâcle des glaces. Ah, monsieur le professeur, vous serez toujours le même. Vous ne voyez qu'empêchements et obstacles. Moi, je vous affirme que non seulement le Nautilus se dégagera, mais qu'il ira plus loin encore. Plus loin au sud ? Oui, monsieur, il ira au pôle. Au pôle ? Oui, au pôle antarctique, à ce point inconnu où se croisent tous les méridiens du globe. Vous savez si je fais du Nautilus ce que je veux. Oui, je le savais. Je savais cet homme audacieux jusqu'à la témérité. Mais vaincre ces obstacles qui hérissent le pôle sud, plus inaccessible que ce pôle nord, non encore atteint par les plus hardis navigateurs, n'était-ce pas une entreprise absolument insensée et que seul l'esprit d'un fou pouvait concevoir? Il me vint alors à l'idée de demander au capitaine Nemo s'il avait déjà découvert ce pôle que n'avait jamais foulé le pied d'une créature humaine. Non, monsieur, et nous le découvrirons ensemble. Là où d'autres ont échoué, je n'échouerai pas. Jamais je n'ai promené mon Nautilus aussi loin sur les mers australes. Mais je vous le répète, il ira plus loin encore. Je veux vous croire, capitaine, je vous crois. Allons en avant, il n'y a pas d'obstacle pour nous. Brisons cette banquise, faisons-la sauter, et si elle résiste, donnons des ailes au Nautilus afin qu'il puisse passer par-dessus. Par-dessus ? Monsieur le professeur, non point par-dessus, mais par-dessous. Par-dessous ? Une subite révélation des projets du capitaine venait d'illuminer mon esprit. J'avais compris. Les merveilleuses qualités du Nautilus allaient le servir encore dans cette surhumaine entreprise. Je vois que nous commençons à nous entendre, monsieur le professeur. Vous entrevoyez déjà la possibilité, moi je dirais le succès de cette tentative. Ce qui est impraticable avec un navire ordinaire devient facile au Nautilus. Si un continent émerge au pôle, il s'arrêtera devant ce continent. Mais si au contraire c'est la mer libre qui le baigne, il ira au pôle même. En effet, si la surface de la mer est solidifiée par les glaces, ses couches inférieures sont libres. Par cette raison providentielle qui a placé à un degré supérieur à celui de la congélation le maximum de densité de l'eau de mer. Et si je ne me trompe, la partie immergée de cette banquise est à la partie émergente, comme 4 est à 1. À peu près, monsieur le professeur. Pour un pied que les icebergs ont au-dessus de la mer, ils en ont 3 au-dessous. Or, puisque ces montagnes de glace ne dépassent pas une hauteur de 100 mètres, elles ne s'enfoncent que de 300. Or, qu'est-ce que 300 mètres pour le Nautilus ? Rien, monsieur. Il pourra même aller chercher à une profondeur plus grande cette température uniforme des eaux marines. Et là, nous braverons impunément les 30 ou 40 degrés de froid de la surface. Juste, monsieur, très juste. La seule difficulté sera de rester plusieurs jours immergés sans renouveler notre provision d'air. N'est-ce que cela ? Le Nautilus a de vastes réservoirs. Nous les remplirons et ils nous fourniront tout l'oxygène dont nous aurons besoin. Bien imaginé, monsieur Aronnax. Mais ne voulant pas que vous puissiez m'accuser de témérité, je vous soumets d'avance
toutes mes objections. En avez-vous encore à faire? Une seule. Il est possible, si la mer existe au pôle sud, que cette mer soit entièrement prise et, par conséquent, que nous ne puissions revenir à la surface. Bon, monsieur, oubliez-vous que le Nautilus est armé d'un redoutable éperon? Et ne pourrons-nous le lancer diagonalement contre ces champs de glace qui s'ouvriront au choc? Monsieur le professeur, vous avez des idées aujourd'hui. D'ailleurs, capitaine, pourquoi ne rencontrerait-on pas la mer libre au pôle sud comme au pôle nord? Les pôles du froid et les pôles de la Terre ne se confondent ni dans l'hémisphère austral, ni dans l'hémisphère boréal. Et jusqu'à preuve contraire, on doit supposer ou un continent ou un océan dégagé de glace à ces deux points de globe. Je le crois aussi, monsieur Aronnax. Je vous ferai seulement observer qu'après avoir émis tant d'objections contre mon projet, maintenant vous m'écrasez d'arguments en sa faveur. Le capitaine Nemo disait vrai, j'en étais arrivé à le vaincre en audace. C'était moi qui l'entraînais au pôle. Je le devançais, je le distançais. Mais non, pauvre fou. Le capitaine Nemo savait mieux que toi le pour et le contre de la question et il s'amusait à te voir emporter dans les rêveries de l'impossible. Voyez-vous, monsieur, vous et votre capitaine Nemo, vous me faites pitié. Mais nous irons au pôle, maître Ned. Possible, mais vous n'en reviendrez pas. Et Ned Land rentra dans sa cabine pour ne pas faire un malheur, dit-il en me quittant. Une dizaine d'hommes montèrent sur les flancs du Nautilus et armés de pics, ils cassèrent la glace autour de la carène qui fut bientôt dégagée. Opération rapidement pratiquée car la jeune glace était mince encore. Tous nous rentrâmes à l'intérieur. Les réservoirs habituels se remplirent de cette eau tenue libre à la flottaison. Le Nautilus ne tarda pas à descendre. À 300 mètres environ, ainsi que l'avait prévu le capitaine Nemo, nous flottions sous la surface ondulée de la banquise. Mais le Nautilus s'immergea plus bas encore. Il atteignit une profondeur de 800 mètres. La température de l'eau, qui donnait 12 degrés à la surface, n'en accusait plus que 11. 2 degrés étaient déjà gagnés. Il va sans dire que la température du Nautilus, élevée par ses appareils de chauffage, se maintenait à un degré très supérieur. Toutes les manœuvres s'accomplissaient avec une extraordinaire précision. On passera. N'en déplaise à monsieur. J'y compte bien. Pendant une partie de la nuit, la nouveauté de la situation nous retint, Conseil et moi, à la vitre du salon. La mer s'illuminait sous l'irradiation électrique du fanal. Mais elle était déserte. Les poissons ne séjournaient pas dans ces eaux prisonnières. Ils ne trouvaient là qu'un passage pour aller de l'océan Antarctique à la mer libre du pôle. Notre marche était rapide. On la sentait telle au tressaillement de la longue coque d'acier. Vers 2 heures du matin, j'allais prendre quelques heures de repos. Conseil m'imita. En traversant les coursives, je ne rencontrai point le capitaine Nemo. Je supposais qu'il se tenait dans la cage du timonier. Le lendemain 19 mars, à 5 heures du matin, je repris mon poste dans le salon. Le loch électrique m'indiqua que la vitesse du Nautilus avait été modérée. Il remontait alors vers la surface, mais prudemment, en vidant lentement ses réservoirs. Mon cœur battait. Allions-nous émerger et retrouver l'atmosphère libre du pôle? Non, un choc m'apprit que le Nautilus avait heurté la surface inférieure de la banquise, très épaisse encore, à en juger par la matité du bruit. En effet, nous avions touché, pour employer l'expression marine, mais en sens inverse et par 1000 pieds de profondeur, ce qui donnait 2000 pieds de glace au-dessus de nous, dont 1000 émergeaient. Le soir, aucun changement n'était survenu dans notre situation. Toujours la glace entre 400 et 500 mètres de profondeur.
Diminution évidente, mais quelle épaisseur encore entre nous et la surface de l'océan. Il était 8 heures alors. Depuis 4 heures déjà, l'air aurait dû être renouvelé à l'intérieur du Nautilus, suivant l'habitude quotidienne du bord. Cependant, je ne souffrais pas trop, bien que le capitaine Nemo n'eût pas encore demandé à ses réservoirs un supplément d'oxygène. Mes yeux ne quittaient plus le manomètre. Nous remontions toujours en suivant, par une diagonale, la surface resplendissante qui étincelait sous les rayons électriques. La banquise s'abaissait en dessus et en dessous par des rampes allongées. Elle s'amincissait de mille en mille. Enfin, à 6 heures du matin, ce jour mémorable de 19 mars, la porte du salon s'ouvrit, le capitaine Nemo parut. La mer libre. Chapitre 14. Le pôle Sud. Je me précipitai vers la plateforme. Oui, la mer libre. À peine quelques glaçons épars, des icebergs mobiles. Au loin, une mer étendue, un monde d'oiseaux dans les airs et des myriades de poissons sous ces eaux qui, suivant les fonds, variaient du bleu intense au vert olive. Le thermomètre marquait 3 degrés centigrades au-dessus de zéro. C'était comme un printemps relatif, enfermé derrière cette banquise, dont les masses éloignées se profilaient sur l'horizon du nord. Sommes-nous au pôle ? Je l'ignore. À midi, nous ferons le point. Mais le soleil se montrera-t-il à travers ces brumes ? Si peu qu'il paraisse, il me suffira. À 10 milles du Nautilus, vers le sud, un îlot solitaire s'élevait à une hauteur de 200 mètres. Nous marchions vers lui, prudemment, car cette mer pouvait être semée d'écueils. Cependant, le Nautilus, par crainte d'échouer, s'était arrêté à 3 encablures d'une grève que dominait un superbe amoncellement de roches. Le canot fut lancé à la mer. Le capitaine, 2 de ses hommes portant des instruments, Conseil et moi, nous nous y embarquâmes. Il était 10 heures du matin. Je n'avais pas vu Ned Land. Le Canadien, sans doute, ne voulait pas se désavouer en présence du pôle Sud. Quelques coups d'aviron amenèrent le canot sur le sable où il s'échoua. Au moment où Conseil allait sauter à terre, je le retins. « Monsieur, dis-je au capitaine Nemo, à vous l'honneur de mettre pied le premier sur cette terre. Oui, monsieur. Et si je n'hésite pas à fouler ce sol du pôle, c'est que, jusqu'ici, aucun être humain n'a laissé la trace de ses pas. » Cela dit, il sauta légèrement sur le sable. Une vive émotion lui faisait battre le cœur. Il gravit un roc, terminait en surplomb un petit promontoire, et là, les bras croisés, le regard ardent, immobile, muet, il sembla prendre possession de ces régions australes. Après 5 minutes passées dans cette extase, il se retourna vers nous. « Quand vous voudrez, monsieur !» Je débarquai, suivi de Conseil, laissant les 2 hommes dans le canot. La végétation de ce continent désolé me parut extrêmement restreinte. Le rivage était parsemé de mollusques, de petites moules, de patelles, de buccardes lisses en forme de cœur. Je vis aussi des myriades de ces clios boréales, longues de 3 cm, dont la baleine avale un monde à chaque bouchée. Ces charmants ptéropodes, véritables papillons de la mer, animaient les eaux libres sur la lisière du rivage. Mais où la vie surabondait, c'était dans les airs. Là, volaient et voletaient par milliers des oiseaux d'espèces variées qui nous assourdissaient de leurs cris. D'autres encombraient les roches, nous regardant passer sans crainte et se pressant familièrement sous nos pas. C'étaient des pingouins aussi agiles et souples dans l'eau, où on les a confondus parfois avec de rapides bonites, qu'ils sont gauches et lourds sur terre. Ils poussaient des cris baroques et formaient des assemblées nombreuses, sobres de gestes mais prodigues de clameurs.
Après un demi-mille, le sol se montra tout criblé de nids de manchots, sorte de terriers disposés pour la ponte et dont s'échappaient de nombreux oiseaux. Le capitaine Nemo en fit chasser plus tard quelques centaines, car leur chair noire est très mangeable. Il poussait des braiements d'âne. Ces animaux, de la taille d'une oie, ardoisés sur le corps, blancs en dessous et cravatés d'un liseré citron, se laissaient tuer à coups de pierre sans chercher à s'enfuir. Midi arriva sans que l'astre du jour se fût montré un seul instant. On ne pouvait même reconnaître la place qu'il occupait derrière le rideau de brume. Bientôt cette brume vint à se résoudre en neige. À demain. me dit simplement le capitaine, et nous regagnâmes le Nautilus au milieu des tourbillons de l'atmosphère. Le lendemain 20 mars, la neige avait cessé. Le froid était un peu plus vif. Le thermomètre marquait 2 degrés au-dessous de zéro. Les brouillards se levèrent et j'espérais que ce jour-là, notre observation pourrait s'effectuer. Le capitaine Nemo n'ayant pas encore paru, le canot nous prit, Conseil et moi, et nous mit à terre. Ici comme là-bas, des myriades d'oiseaux animaient cette partie du continent polaire. Mais cet empire, ils le partageaient alors avec de vastes troupeaux de mammifères marins qui nous regardaient de leurs yeux doux. C'étaient des phoques d'espèces diverses, les uns étendus sur le sol, les autres couchés sur des glaçons en dérive, plusieurs sortant de la mer ou y rentrant. Ils ne se sauvaient pas à notre approche, n'ayant jamais eu affaire à l'homme, et j'en comptais là de quoi approvisionner quelques centaines de navires. Ma foi, il est heureux que Ned Land ne nous ait pas accompagnés. Pourquoi cela, Conseil? Parce que l'enragé chasseur aurait tout tué. Tout, c'est beaucoup dire. Mais je crois en effet que nous n'aurions pu empêcher notre ami le Canadien de harponner quelques-uns de ces magnifiques cétacés. Ce qui eût désobligé le capitaine Nemo, car il ne verse pas inutilement le sang des bêtes inoffensives. Il a raison. Certainement, Conseil. Il était 8 heures du matin. 4 heures nous restaient à employer jusqu'au moment où le soleil pourrait être utilement observé. Je dirigeai nos pas vers une vaste baie qui s'échancrait dans la falaise granitique du rivage. La plupart des phoques dormaient sur les rochers ou sur le sable. Entre eux se glissaient des éléphants marins, sortes de phoques à trompe courte et mobile, les géants de l'espèce, qui, sur une circonférence de 20 pieds, mesuraient une longueur de 10 mètres. Ils ne faisaient aucun mouvement à notre approche. Ce ne sont pas des animaux dangereux? Non. À moins qu'on ne les attaque. Lorsqu'un phoque défend son petit, sa fureur est terrible. Et il n'est pas rare qu'il mette en pièces l'embarcation des pêcheurs. Il est dans son droit. Je ne dis pas non. 2000 plus loin, nous étions arrêtés par le promontoire qui couvrait la baie contre les vents du sud. Il tombait d'aplomb à la mer et écumait sous le ressac. Au-delà éclataient de formidables rugissements, tels qu'un troupeau de ruminants en eût pu produire. Bon, un concert de taureaux? Non, un concert de morses. Ils se battent ou ils jouent? N'en déplaise à monsieur, il faut voir cela. Faut le voir, Conseil. Et nous voilà, franchissant les roches noirâtres, au milieu d'éboulements imprévus et sur des pierres que la glace rendait fort glissantes. Plus d'une fois, j'ai roulé au détriment de mes reins. Conseil, plus prudent ou plus solide, ne bronchait guère. Arrivé à l'arête supérieure du promontoire, j'aperçus une vaste plaine blanche couverte de morses. Ces animaux jouaient entre eux. C'étaient des hurlements de joie, non de colère. Aussi, les morses sont-ils en butte à une chasse inconsidérée qui les détruira bientôt jusqu'au dernier, puisque les chasseurs, massacrant indistinctement les femelles pleines et les jeunes, en détruisent chaque année plus de 4000. Après avoir examiné cette cité des morses, je songeais à revenir vers le Nautilus. Le lendemain, 21 mars, dès 5 heures du matin, je montais sur la plateforme.
j'y trouvais le capitaine Nemo. Ce point convenu, j'allais trouver Ned Land. J'aurais voulu l'emmener avec moi. L'obstiné Canadien refusa et je vis bien que sa taciturnité comme sa fâcheuse humeur s'accroissaient de jour en jour. Et sur la plateforme, le capitaine Nemo déploya un pavillon noir portant un N d'or écartelé sur son étamine. Puis, se retournant vers l'astre du jour dont les derniers rayons léchaient l'horizon de la mer, « Adieu, soleil! Disparais, astre radieux! Couche-toi sous cette mer libre et laisse une nuit de 6 mois étendre ses ombres sur mon nouveau domaine. » Chapitre 15. Accident ou incident. Le lendemain, 22 mars, à 6 heures du matin, les préparatifs de départ furent commencés. Les dernières lueurs du crépuscule se fondaient dans la nuit. Le froid était vif. Les constellations resplendissaient avec une surprenante intensité. Au zénith brillait cette admirable croix du sud, l'étoile polaire des régions antarctiques. Cependant, les réservoirs d'eau s'étaient remplis et le Nautilus descendait lentement. À une profondeur de 1000 pieds, il s'arrêta. Son hélice battit les flots et il s'avança droit au nord avec une vitesse de 15 000 à l'heure. Vers le soir, il flottait déjà sous l'immense carapace glacée de la banquise. À 3 heures du matin, je fus réveillé par un choc violent. Je m'étais redressé sur mon lit et j'écoutais au milieu de l'obscurité, quand je fus précipité brusquement au milieu de la chambre. Évidemment, le Nautilus donnait une bande considérable après avoir touché. Je m'accotais aux parois et je me traînais par les coursives jusqu'au salon qui éclairait le plafond lumineux. Les meubles étaient renversés. Heureusement, les vitrines, solidement saisies par le pied, avaient tenu bon. Les tableaux de tribord, sous le déplacement de la verticale, se collaient aux tapisseries, tandis que ceux de bâbord s'en écartaient d'un pied par leur bordure inférieure. Le Nautilus était donc couché sur tribord et, de plus, complètement immobile. À l'intérieur, j'entendais un bruit de pas, des voix confuses. Mais le capitaine Nemo ne parut pas. Au moment où j'allais quitter le salon, Ned Land et Conseil entrèrent. « Qu'y a-t-il » Je venais le demander à monsieur. 1000 diables, je le sais bien, moi. Le Nautilus a touché, et en juger par la gîte qu'il donne, je ne crois pas qu'il s'en tire comme la première fois dans le détroit de Torres. Mais au moins est-il revenu à la surface de la mer ? Nous l'ignorons. Il est facile de s'en assurer. Je consultai le manomètre. À ma grande surprise, il indiquait une profondeur de 360 mètres. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il faut interroger le capitaine Nemo. Mais où le trouver ? Suivez-moi. Tâme le salon. Dans la bibliothèque, personne. À l'escalier central, au poste de l'équipage, personne. Je supposais que le capitaine Nemo devait être posté dans la cage du timonier. Le mieux était d'attendre. Nous revînmes tous trois au salon. Je passerai sous silence les récriminations du Canadien. Il avait beau jeu pour s'emporter. Je le laissai exhaler sa mauvaise humeur tout à son aise, sans lui répondre. Nous étions ainsi depuis 20 minutes, cherchant à surprendre les moindres bruits qui se produisaient à l'intérieur du Nautilus, quand le capitaine Nemo entra. Il ne sembla pas nous voir. Sa physionomie, habituellement si impassible, révélait une certaine inquiétude. Il observa silencieusement la boussole, le manomètre, et vint poser son doigt sur un point du planisphère, dans cette partie qui représentait les mers australes. Je ne voulus pas l'interrompre. Seulement, quelques instants plus tard, lorsqu'il se tourna vers moi, je lui dis, en retournant contre lui une expression dont il s'était servi au détroit de Torres, « Un incident, capitaine ?» ?»« Non, monsieur. Un accident cette fois. » »« Grave ? » ?»« Peut-être. » »« Le danger est-il immédiat ? » ?»« Non. » »« Le Nautilus s'est échoué ? » »« Oui. » »« Et cet échouement est venu... » »« D'un caprice de la nature.
non de l'impéritie des hommes. Pas une faute n'a été commise dans nos manœuvres. Toutefois, on ne saurait empêcher l'équilibre de produire ses effets. On peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. Singulier moment que choisissait le capitaine Nemo pour se livrer à cette réflexion philosophique. En somme, sa réponse ne m'apprenait rien. Puis-je savoir, monsieur, quelle est la cause de cet accident? Un énorme bloc de glace, une montagne entière s'est retournée. Lorsque les icebergs sont minés à leur base par des eaux plus chaudes ou par des chocs réitérés, leur centre de gravité remonte. Alors ils se retournent en grand, ils culbutent. C'est ce qui est arrivé. L'un de ces blocs, en se renversant, a heurté le Nautilus qui flottait sous les eaux. Puis, glissant sous sa coque et le relevant avec une irrésistible force, il l'a ramené dans des couches moins denses où il se trouve couché sur le flanc. Mais ne peut-on dégager le Nautilus en vidant ses réservoirs, de manière à le remettre en équilibre? C'est ce qui se fait en ce moment, monsieur. Vous pouvez entendre les pompes fonctionner. Voyez l'aiguille du manomètre. Elle indique que le Nautilus remonte. Mais le bloc de glace remonte avec lui. Et jusqu'à ce qu'un obstacle arrête son mouvement ascensionnel, notre position ne sera pas changée. En effet, le Nautilus donnait toujours la même bande sur trébord. Sans doute il se redresserait lorsque le bloc s'arrêterait lui-même. Mais à ce moment, qui sait si nous n'aurions pas heurté la partie supérieure de la banquise, si nous ne serions pas effroyablement pressés entre les deux surfaces glacées. Je réfléchissais à toutes les conséquences de cette situation. Le capitaine Nemo ne cessait d'observer le manomètre. Le Nautilus, depuis la chute de l'iceberg, avait remonté de 150 pieds environ, mais il faisait toujours le même angle avec la perpendiculaire. Soudain, un léger mouvement se fit sentir dans la coque. Évidemment, le Nautilus se redressait un peu. Les objets suspendus dans le salon reprenaient sensiblement leur position normale. Les parois se rapprochaient de la verticalité. Personne de nous ne parlait. Le cœur ému, nous observions, nous sentions le redressement. Le plancher redevenait horizontal sous nos pieds. 10 minutes s'écoulèrent. Enfin, nous sommes droits. Oui, Mais flotterons-nous? certainement. Puisque les réservoirs ne sont pas encore vidés, et que vidés, le Nautilus devra remonter à la surface de la mer. Le capitaine sortit, et je vis bientôt que, par ses ordres, on avait arrêté la marche ascensionnelle du Nautilus. En effet, il aurait bientôt heurté la partie inférieure de la banquise, et mieux valait le maintenir entre deux eaux. Nous l'avons échappé belle. Oui, nous pouvions être écrasés entre ces blocs de glace, ou tout au moins emprisonnés. Et alors, faute de pouvoir renouveler l'air, oui, nous l'avons échappé belle. Si c'est fini, Je ne voulus pas entamer avec le Canadien une discussion sans utilité, et je ne répondis pas. D'ailleurs, les panneaux s'ouvrirent en ce moment et la lumière extérieure fit irruption à travers la vitre dégagée. Le plafond lumineux avait été éteint et, cependant, le salon resplendissait d'une lumière intense. Ça et là, des nuances opalines d'une douceur infinie couraient au milieu de points ardents comme autant de diamants de feu dont l'œil ne pouvait soutenir l'éclat. La puissance du fanal était centuplée, comme celle d'une lampe à travers les lames lenticulaires d'un phare de premier ordre. Que c'est beau, que c'est beau. Oui, c'est un admirable spectacle. N'est-ce pas, Ned? eh, mille diables. Oui, c'est superbe. Je rage d'être forcé d'en convenir. On n'a jamais rien vu de pareil. Mais ce spectacle-là pourra nous coûter cher.
Et s'il faut tout dire, je pense que nous voyons ici des choses que Dieu a voulu interdire au regard de l'homme. Ned avait raison. C'était trop beau. Tout à coup, un cri de Conseil me fit retourner. Qu'y a-t-il? Que monsieur ferme les yeux. Que monsieur ne regarde pas. Conseil, ce disant, appliquait vivement ses mains sur ses paupières. Mais qu'as-tu, mon garçon? Je suis ébloui, aveuglé. Mes regards se portèrent involontairement vers la vitre, mais je ne pus supporter le feu qui la dévorait. Je compris ce qui s'était passé. Le Nautilus venait de se mettre en marche à grande vitesse. Tous les éclats tranquilles des murailles de glace s'étaient alors changés en raies fulgurantes. Les feux de ces myriades de diamants se confondaient. Le Nautilus, emporté par son hélice, voyageait dans un fourreau d'éclairs. Les panneaux du salon se refermèrent alors. Nous tenions nos mains sur nos yeux, tout imprégnés de ces lueurs concentriques qui flottent devant la rétine lorsque les rayons solaires l'ont trop violemment frappé. Il fallut un certain temps pour calmer le trouble de nos regards. Enfin, nos mains s'abaissèrent. Ma foi, je ne l'aurais jamais cru. Et moi, je ne le crois pas encore. Quand nous reviendrons sur Terre, blasés sur tant de merveilles de la nature, que penserons-nous de ces misérables continents et des petits ouvrages sortis de la main des hommes? Non, le monde habité n'est plus digne de nous. De telles paroles dans la bouche d'un impassible flamand montrent à quel degré d'ébullition était monté notre enthousiasme. Mais le Canadien ne manqua pas d'y jeter sa goutte d'eau froide. Le monde habité? Soyez tranquille, ami Conseil. Nous n'y reviendrons pas. Il était alors 5 heures du matin. À 8h25, un second choc eut lieu. À l'arrière, cette fois. Je pâlis. Mes compagnons s'étaient rapprochés de moi. J'avais saisi la main de Conseil. Nous nous interrogions du regard, et plus directement que si les mots eussent interprété notre pensée. En ce moment, le capitaine entra dans le salon. J'allais à lui. La route est barrée au sud? Oui, monsieur. L'iceberg, en se retournant, a fermé toute issue. Nous sommes bloqués? Oui.